Tu en abuses, t'es mort. Il y a une raison historique derrière. T'es haute. C'est quoi notre nombre total déjà? Tu avais dit 57? 55 à peu près. 55? Bon, ok. Je pense que sur 3 groupes, 6 absents, c'est pas si mal. En fait, est-ce que participants Parfait. nous inclut là-dedans? Dans 49, il y a deux, oui. Moi, tu m'as pas mis haute encore. Je t'ai mis haute. C'est vrai, notre petit hack contre le cégep. Ouais, il faut absolument faire ça. Ah, on en a un 50e qui arrive. Ok, bon, ben ça fait Est-ce qu'il y avait du monde au fait sur ton autre. 3 personnes en fait, oui. OK. Donc c'est vraiment une bonne idée de changer, d'aller voir là-bas. Ok, bon, je pense qu'on va commencer, Vincent. Parce qu'on ne Vas-y. va pas perdre trop de temps. On a quand même du contenu à couvrir aujourd'hui, donc un lab et comment vraiment manipuler Unity. Au fait, tout le monde, l'URL que vous avez utilisé pour la rencontre d'aujourd'hui, ce sera l'URL pour toutes les rencontres du lundi. Alors, mettez-vous ça quelque part, un favori ou qu'importe, là. On va vous envoyer de toute façon une fiche de connexion qui va regrouper toutes les infos de connexion pour les cours du lundi et du mercredi. Yes. Allez, go, Kai! OK. Premièrement, est-ce que tu veux enregistrer ça, Vincent, ou C'est en train de s'enregistrer. D'ailleurs, il y d'enregistrer? aura beaucoup de nettoyage à faire après le cours. OK. Alors, bonjour tout le monde. Ah, on est rendu 51. Parfait. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un retour sur la capsule que je vous ai présentée. Donc, c'était laquelle? Déjà, introduction à entité composante. En fait, on l'a fait ensemble, mais j'ai également mis en ligne une capsule qui faisait un résumé de ce que j'avais présenté au dernier cours. Fait que faisons un petit rappel à ça. Et puis, nous allons le faire dans Unity cette fois-ci. On va y aller un petit peu plus pratique et moins purement théorique. Donc, je vais demander à tout le monde d'ouvrir Unity. On va vraiment jouer avec le logiciel et apprendre à l'apprivoiser. En même temps, on va explorer entité composante. N'oubliez pas, c'est Unity Hub, le logiciel que nous utilisons pour gérer nos projets Unity et également pour les créer. Donc ici, j'ai Unity Hub ouvert. Nous pouvons voir dans l'onglet Projects, j'ai plusieurs projets ici. Est-ce que tu shares ou. Ah, je pensais que j'avais cliqué sur Share, mais je vais réessayer. Merci de m'avoir dit. Deux. Ça va pas fonctionner. OK, je réessaye. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça marche cette fois-ci? Oui. OK, merci. Donc Là. ici, Ouais. dans Unity Hub, pour créer un nouveau projet, je vais cliquer sur la petite flèche ici. Moi, j'ai qu'une seule version Unity d'installer, donc je vais cliquer sur celle-là. Et puis, trouver un endroit sur votre disque pour créer ce projet. Moi, je vais le mettre ici dans un répertoire Unity. Vous pouvez le mettre sur le bureau, peu importe. Et puis, on va nommer ça premier test. Un mot vraiment générique. On ne fait rien de spécifique en ce moment. On va juste vraiment explorer Unity et faire un premier test. J'ai une question. Moi, j'ai la version 2019 et 2020. Je prends laquelle? 2020. Oui. 2020? OK. Merci. C'est toujours un peu long la première fois que nous ouvrons un nouveau projet. C'était quoi le type de projet? 3D? C'est ça. Oui. Oui. En fait, ça va toujours être 3D à travers la session. Bon, merci. Et puis, juste une parenthèse, le projet 2D, c'est un projet 3D où la caméra est juste placée pour donner l'apparence du 2D. Mais Unity est un moteur 3D et puis la scène est toujours en 3D. OK. Fais pas la distinction entre le 2D et le 3D au niveau des objets. Non. Tu vois? Juste tasser ça. OK. Je vais mettre ma fenêtre pour ressembler un peu à la vôtre par défaut. OK. Oups. Vincent, est-ce que tu peux muter les micros des Oui, étudiants? je C'est pas pour être m'occupe méchant. de ça. C'est pas pour être méchant, mais j'entends une couple de choses ici, puis ça me Oui, dirait oui, un c'est petit peu. beau. Mutard. Merci. OK. Votre fenêtre, par défaut, dans Unity, va ressembler un peu à ça.
bon, peut-être que votre section ici en bas va faire toute la largeur de votre écran. Moi, c'est un petit peu différent. Mais en général, nous avons 4 sections. Et puis, nous allons explorer ces 4 sections-là aujourd'hui pour commencer. Premièrement, à gauche, nous avons la hierarchy, hiérarchie en français. Et c'est ici que nous voyons tous nos game objects dans la scène. Alors, n'oubliez pas, un game object, c'est le mot de Unity pour dire entité. Puis entité, c'est un acteur dans la scène. Autrement dit, tout ce qui est retrouvé dans la hiérarchie sont les game objects qui sont dans la scène. Oh, Vincent, je pense que tu m'avais muté. Quand j'ai muté tout le monde, il a trouvé ça brillant de te muter aussi. Bon, ben c'est normal. On vient de commencer avec Zoom et Team Teaching. Ça va prendre une petite courbe d'apprentissage pour nous autres. Éventuellement, il y aurait moins de friction. On va la voir. OK, donc je me répète. Ici à gauche, nous avons la hierarchy ou hiérarchie en français. Et ici, nous voyons tous les objets de jeu qui existent dans la scène. Si nous avons un élément dans cette liste, c'est un objet de jeu qui existe nécessairement dans la scène. Mais exister dans la scène ne veut pas dire quelque chose de visible. Donc, il peut y avoir des forces invisibles qui existent dans notre univers, dans notre scène, comme par exemple la caméra. Bon, la caméra, j'ai un petit icône ici, juste pour m'aider à savoir où elle est positionnée, mais la caméra dans le jeu, dans la scène, est invisible. En fait, ce que je vois, c'est ce que la caméra perçoit. Ici, j'ai un autre objet qui s'appelle Directional Light, qui est une source de lumière. Encore une fois, ça n'a pas comme un modèle 3D ni rien. C'est vraiment un objet invisible que, lorsque je vais démarrer le jeu, va créer une lumière ambiante. N'oubliez pas, objet de jeu, c'est Game Object dans le langage de Unity. Et puis, c'est les entités dans Entité composante. Donc, justement, si je regarde l'entité Main Camera, je peux voir à droite, dans l'inspecteur, les composantes qui sont sur cette entité-là. Pour faire un rappel à entité composante, nous n'avons que des Game Objects vides, et ce qui les rend différents, ce qui leur donne de la fonctionnalité, c'est la liste de composantes que nous ajoutons dessus. Par exemple, ici, j'ai quoi? Bon, Main Camera, ça, c'est juste un nom. C'est une étiquette pour ce Game Object-là. Ce n'est pas la classe Main Camera. Je n'ai pas une classe définie quelque part en C# ou dans C++ qui s'appelle Main Camera. En réalité, j'ai juste la classe Game Object et les Game Objects possèdent un attribut nom. Donc, le nom ici, c'est Main Camera. Et puis, ce Game Object-là possède une composante Transform, vraiment importante, je dirais même la composante la plus importante. Je ne vais pas aller trop en détail aujourd'hui sur Transform, mais rapidement, Transform, c'est la position, la rotation et le scale, donc la mise à l'échelle ou le mot ici, pour l'objet de jeu sélectionné. En ce moment, c'est Main Camera. Si je change les valeurs ici, comme disons, je vais mettre 1 sur X, je vais voir ma caméra se déplacer de 1 unité vers la droite sur X. En passant, c'est quoi les unités ici de mesure en Unity? Par convention, c'est des mètres. Donc, 1 sur X, ça serait 1 mètre. C'est la recommandation de Unity. Je vais remettre ça à 0. Rotation autour de l'axe X, 190. Je vais remettre ça par défaut. Et scale, ça, c'est, disons, affecter la largeur ici. Si je mets 2, je vais avoir un objet 2 fois plus large. Ça ne paraît pas pour une caméra, par contre. Fait qu'on va vérifier scale plus tard avec d'autres sortes d'objets. Mais bon, Transform, c'est vraiment comme tous les éléments spatials de mon Game Object. Et vu que mon Game Object existe nécessairement dans la scène, il doit nécessairement avoir une position dans l'espace, par exemple, même si l'objet est invisible, comme la caméra. Continuons. Ici, j'ai une composante caméra. Et ça, c'est une composante importante si nous sommes pour être quelque chose qui agit en tant que caméra. N'importe quel Game Object qui possède une composante caméra va avoir des fonctionnalités, donc des comportements, liés aux caméras. Et maintenant, je vois plein d'attributs que je peux venir modifier. C'est ça qui est cool dans Unity, c'est que nous pouvons changer les valeurs d'attributs de composantes sans aller jouer dans le code nécessairement. On passe quand même beaucoup de temps ici à niaiser avec des valeurs. Au lieu de toujours aller dans le code, changer une valeur, recompiler, réessayer. Ça nous permet de tester pas mal plus rapidement
que d'être forcé de toujours aller dans le code et recompler. Je ne vais pas prendre la peine d'expliquer tous les attributs ici, tous les paramètres ici. Ça risque d'être plutôt vers la fin de la session. En fait, on risque de parler un peu de caméra, Vincent, comme near clip plane, far clip plane, ces choses-là. Et puis ici, j'ai Audio Listener. On n'a pas le temps cette session-ci de parler d'audio dans les jeux. Ce serait agréable de parler d'effets sonores et de musique, mais on n'a vraiment pas le temps. Fait on va l'ignorer. On va juste se dire que la main camera possède un audio listener. J'ai 3 composantes au total sur ce GameObject-là, sur cette entité-là. Directional Light, encore une fois, transform. La lumière directionnelle, j'ai dit ambiante plutôt, mais en fait, c'est directionnel ici, existe cette source de lumière-là est placée dans l'espace. Et puis, on vient de voir que ces 2 GameObjects-là ont tous les 2 une transform. En fait, tous les GameObjects ont nécessairement une transform, car, comme que je disais plus tôt, tous les GameObjects sont dans la scène. Si tu existes dans l'univers, tu as une position nécessairement. Donc, ça te prend une transform. Et puis, qu'est-ce qui distingue le directional light de la main camera? Ben, justement, c'est la composante light. Et encore une fois, je ne vais pas prendre la peine d'aller à travers tous ces paramètres-là, mais si jamais ça vous tente, vous pouvez niaiser avec ça plus tard. Donc, on voit que Unity vient avec plusieurs composantes préfaites. Justement, Transform, Light, Camera, puis Audio Listener. Il en existe plusieurs. On va regarder ça ensemble. Pour commencer, on va créer un nouveau GameObject. Et la manière la plus simple, c'est de faire un clic droit dans la hierarchy et aller regarder les différentes options ici. On a Create Empty pour créer un GameObject vide, et puis nous avons une liste de plusieurs GameObjects préfaits qui viennent avec Unity, disons. J'ai un cube, une sphère, une capsule, plein de formes géométriques 3D, la topologie 2D, j'ai des effets, j'ai des lumières, une caméra, des éléments d'interface graphique comme des boutons, des sliders, etc. On va commencer vraiment simple. On va faire un GameObject vide, Create Empty. Et nous voyons, comme que je disais plus tôt, tous les GameObjects ont nécessairement une transform. Je ne peux rien faire ici pour enlever la transform de mon GameObject. C'est nécessaire. Ici, mon GameObject, je vais le nommer. Disons, juste l'appeler test 1. Ce n'est pas très spécial comme nom, mais ça va faire la job. Et là, en ce moment, Unity l'a placé à une position un petit peu bizarre. Je vais juste aller le mettre à 0, 0, 0 pour simplifier un peu les choses. Puis là, on voit pas grand-chose. Si je clique dessus, on voit que mon GameObject est ici. Mais si je vais dans Game ici, Game me montre ce que la caméra perçoit, la caméra ne voit pas mon GameObject test 1. Il existe dans la scène, mais il est invisible. Il n'y a pas de graphisme associé encore. Bon, disons que je veux, pourquoi pas, on va ajouter un modèle 3D à ce GameObject-là. Le modèle 3D est une composante dans Entité Composante pour Unity. Ce que je vais faire ici, c'est cliquer sur Add Component et nous pouvons voir une liste de plusieurs composantes préexistantes dans Unity. En fait, il y a plusieurs jeux Unity, plusieurs. Il y en a un peu. Les jeux débutants ou des petits jeux à 25 cents qu'on peut trouver sur Steam ou sur l'Apple Store ou sur Android Store, des fois, sont faits qu'avec des composantes préfabriquées. Pas besoin de programmer nos propres composantes. On fait, j'en prends déjà qui existent, on les met ensemble pour créer une expérience intéressante. On va commencer à faire ça justement avant de créer nos propres composantes. Je vais aller dans Rendering et je vais réaliser que ce n'était pas la bonne catégorie. Ce que je vais faire à la place, c'est juste écrire Mesh Filter. Où je vais commencer à écrire Mesh et puis je vais voir plusieurs composantes préexistantes. Ce qui est cool, c'est que Unity nous permet de faire une recherche de composantes. Je vais sélectionner Mesh Filter. On va voir plus tard c'est quoi Mesh Filter. On va voir un chapitre complet du cours sur la topologie 3D, donc générer des modèles 3D, les texturer, ainsi de suite. Donc, j'ai Mesh Filter ici. Nous pouvons voir que j'ai un paramètre Mesh. Encore une fois, je ne vais pas prendre la peine d'expliquer ça aujourd'hui, mais ça nous permet de sélectionner un modèle 3D qui vient avec Unity. Fait que je vais prendre le cube. Et puis là, je me dis, ah, c'est cool, je suis allé sélectionner un modèle 3D, mais je vois encore rien ici dans ma scène.
ça me prend une autre composante. Si je veux afficher mon modèle 3D, ça me prend un Mesh Renderer. Et on va parler encore de ça plus tard dans la session. Mais maintenant, c'est cool, j'ai ici une composante qui sert de contenir le modèle 3D et j'ai une autre composante qui sert d'afficher le modèle 3D dans l'univers. Là, je n'ai pas texturé mon cube, donc on dirait vraiment une forme 2D bizarre. Mais ça va être correct pour l'instant. Et maintenant, si je commence à changer la position, ben, c'est plus visible. Si je change la rotation aussi, disons, je vais tourner 45 degrés autour de l'axe de X. Ici, mise à l'échelle, on va enfin voir ce que ça fait. Fait que 2 fois plus large. Ici, 2 fois plus haut. Et maintenant, 2 fois plus profond. Donc, vous me voyez manipuler la scène ici avec élégance, mais je n'ai pas encore expliqué comment le faire vous-même. Donc, c'est ça que je vais faire maintenant. Premièrement, je vais juste me projeter à un endroit un peu aléatoire dans ma scène. Et je vais changer ma perspective pour quelque chose de vraiment bizarre. Donc, en ce moment, je suis un peu perdu. Comment est-ce que je fais pour me retrouver? Disons que je veux retourner voir mon objet test 1. Je peux double-cliquer sur un GameObject de la hiérarchie pour naviguer vers cet objet-là. Imaginez que j'ai une scène géante. Je suis en train de créer un jeu à la Skyrim ou Breath of the Wild. J'ai un terrain énorme. Me promener tranquillement à travers la scène pour trouver l'emplacement désiré serait vraiment plat. Donc, je peux juste trouver le GameObject que je cherche, double-cliquer dessus et naviguer vers celui-ci. Après ça, clic droit de la souris dans la scène, tenir enfoncé et bouger. C'est comme si nous étions un observateur qui ne fait pas partie de l'univers. Et je fais juste tourner ma tête. Je suis comme le dieu de l'univers dans ma scène et on peut le percevoir comme si je tournais ma tête puis j'étais un hibou ou comme si l'univers complet tournait autour de moi. Mathématiquement, ce serait plus comme si tout l'univers autour de moi tourne. Je ne sais pas s'il y a des fans de Futurama ici, mais il y a une blague dans Futurama par rapport à ça, en tout cas. Et puis, quoi d'autre? Si je tiens enfoncé le clic centre, le middle click de ma souris, et je commence à me déplacer, ben, là, je déplace mon Dieu, je déplace mon observateur, ou nous pouvons dire que je déplace tout l'univers autour de l'observateur. Mathématiquement, ça serait plus proche de ça. Mais d'un point de vue pragmatique, ce n'est pas vraiment important quelle notion que nous prenons. Tant qu'on comprend que clic droit, les déplacements, ça bouge la scène. Finalement, clic gauche, ça nous permet de sélectionner plusieurs objets. Comme ici, j'ai sélectionné la caméra et le cube. Ce n'est pas ma manière préférée de sélectionner des objets, par contre. Moi, je préfère justement cliquer ici dans la hiérarchie. Oui, je peux juste cliquer dessus également dans la scène. Et si je veux en sélectionner plusieurs via l'hiérarchie, je peux tenir enfoncé CTRL et sélectionner les objets que je veux. Disons que je voulais sélectionner l'objet 1 jusqu'à l'objet 3. Je peux cliquer sur le premier, tenir Shift et cliquer sur le dernier et tous les sélectionner. Ça, c'est des raccourcis qui sont assez populaires à travers la majorité des programmes, peu importe que vous soyez sur Linux ou PC. Je crois que sur Mac, au lieu de contrôle, ça serait le bouton commande, mais c'est pas mal populaire. Si vous êtes sur Windows et vous voulez sélectionner plusieurs fichiers, dans l'explorateur de fichiers, ben, vous pouvez utiliser contrôle et Shift. Pas mal semblablement à ce que je fais ici. Quoi d'autre? Bon, la roulette de la souris, c'est un zoom. Ou c'est comme si l'univers prenait de l'expansion ou l'univers se rétrécissait. Donc, je peux tourner, déplacer et zoomer. C'est mes 3 transformations importantes. Rotation, translation et mise à l'échelle ou homothétie. En parlant de ces 3 transformations-là, je vais prendre mon objet test 1 et puis ici, vous pouvez voir que j'ai plusieurs outils. On va juste se concentrer sur Move, Rotate et Scale.
Donc, si je suis sur le Move Tool et je clique sur un GameObject, je peux le déplacer sur des axes. Rouge, c'est toujours l'axe de X dans Unity. Bleu, c'est toujours l'axe Z et Y, l'axe vert. Là, vous allez avoir un cours d'algèbre linéaire et puis, si je ne me trompe pas, et Vincent, tu me corrigerais ici, là, mais souvent, dans la littérature de mathématiques pures, ils vont souvent mettre Z par en haut et Y ici. Dans Unity, ils ont décidé de mettre Z ici puis Y par en haut. On s'en fout, c'est juste des étiquettes après tout. J'aurais pu mettre X ici, puis Z là, puis Y là. C'est juste une convention. La convention de Unity, c'est celle que vous voyez en ce moment. Donc, ma profondeur, le plus que j'avance sur l'axe Z, le plus que comme j'avance dans l'univers, plus que nous sommes profonds. Gauche-droite, ça serait rouge, X, puis en haut, en bas, ça serait vert, donc Y. Encore une fois, en mathématiques, peut-être que Z et Y vont être inversés. Donc, je peux déplacer sur mes axes une à la fois avec le Move Tool. Et puis, nous pouvons voir la position change ici dans la valeur de Transform. Je peux également faire Rotate. Et puis, maintenant, j'ai une ligne rouge, une ligne bleue et une ligne verte. C'est peut-être difficile à voir, mais ça me permet de tourner autour d'un axe. Donc, si je veux tourner autour de l'axe X, et regardez bien ici, la valeur a changé. Ça me donne ça. Vert, ça va être l'axe Z. Regardez encore bien la transform. Et finalement, en vert, ça va être Y. Oups. Comment vous le faites tourner avec la souris? Oui. Comme que je faisais le déplacement avec le Move Tool, c'est que je clique sur un axe, puis je fais juste glisser mon objet. Ah, ok. Pour revenir ici, là, il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Quand je changeais sur Z, ça changeait que Z. Quand je tournais X, ben là, ça tourne les trois. Quand je tourne Y, ben là, ça commence à tourner les trois aussi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est peut-être trop aujourd'hui de vous expliquer géométriquement pourquoi la rotation change les trois valeurs. Oui, Vincent, je ne pense pas que je vais commencer par le quaternion aujourd'hui. On va laisser la chance à JF de parler plus d'algèbre linéaire. Mais bon, c'est juste pour vous montrer que quand on fait des rotations, on peut avoir l'impression qu'on change juste une valeur ici, mais si je commence à voir quelque chose de plus compliqué, ben on peut changer les trois en même temps. Parce que justement, si je veux tourner alentour de Y puis avoir ce résultat-là, je dois changer X et Z en même temps. Quand vous allez voir les matrices de rotation en algèbre linéaire, ça va peut-être être plus évident pourquoi c'est comme ça. Par contre, assurez-vous en haut ici, à travers la session, de toujours avoir Pivot et Local sélectionnés. Je ne peux pas vous présenter aujourd'hui pourquoi c'est important. Peut-être au prochain cours, on pourra voir. Mais pour l'instant, dites-vous qu'on veut toujours Pivot et Local. Je peux avoir Center et Global, mais on veut Pivot et Local. Donc, ça va prendre un peu de temps avant de devenir habile avec l'éditeur Unity, juste naviguer la scène, se déplacer dans la scène, placer des GameObjects, changer des valeurs. Ça prend un peu de temps, mais habituellement, après 1 ou 2 TP, les étudiants et les étudiantes deviennent assez habiles à utiliser l'éditeur. Il me reste quoi? Il me reste ici Scale. Fait que je vais changer mes valeurs de rotation. Je vais remettre 0, 0, 0. Et ici, ça, c'est une mise à l'échelle sur l'axe de X. Ici, en vert, encore Y. Ici, en bleu, Z. Si je veux changer les trois en même temps, je peux prendre le centre et faire Nomothétie. Nomothétie, c'est une mise à l'échelle, mais du même ratio sur les trois axes. En fait, c'est la véritable homothétie. Les autres sont des déformations, finalement, sur un axe. Exactement. Merci, Vincent. Non, c'est parce que s'il se trompe, là, ça va être amusant. Oui, c'est ça.
Surtout avec un cours d'algèbre linéaire, c'est important d'avoir le vocabulaire exact. OK. Je commence à être tanné de voir mon faux cube ici, mon cube complètement en rose. Donc, je vais le supprimer. Pour supprimer un GameObject, je peux cliquer dans la hiérarchie et presser sur la touche Delete de mon clavier. CTRL-Z existe toujours. Par contre, n'inquiétez-vous pas, si vous faites des erreurs, on a Undo, CTRL-Z dans Unity. Je peux également faire un clic droit. Et oui, nous pouvons copier des GameObjects, les renommer et puis les supprimer via la liste déroulante ici, le menu contextuel. Bon, je disais que je vais mettre mon cube rose. On va créer un cube préfet de Unity. Encore une fois, clic droit dans la hiérarchie, 3D Object Cube, et ça me crée un cube. Et nous pouvons voir que ce cube-là possède une transform, évidemment, Mesh Filter, le modèle 3D, Mesh Renderer pour afficher le modèle 3D, et d'autres affaires ici, j'ai le Box Collider. Box Collider, c'est par rapport aux collisions, on voit ça plus tard cette session-ci. Fait qu'on peut s'ignorer que cette composante-là existe. Puis j'ai également un matériau. Disons pour l'instant, c'est une texture. Fait que maintenant, j'ai comme une texture sur mon cube, ce qui me permet de le voir bien ombragé avec la source de lumière. Et encore une fois, ce cube-là, je peux modifier ses valeurs de transform à l'aide des 3 outils ici. Les raccourcis pour ces outils-là sont, si je me souviens bien, mon clavier n'est pas en QWERTY, mais je pense que ce serait WER. Essayez ça, WER. Manipuler les GameObjects dans la scène, surtout si vous êtes le level designer, c'est ce que vous allez faire le plus souvent. Dans le cours 203, oui, vous allez créer des objets dans la scène et les placer. Vous n'allez pas créer des mondes virtuels complets comme un vrai level designer, mais c'est quand même assez souvent où ça va être important de bien utiliser les raccourcis pour ne pas perdre trop de temps. Bon, on a pas mal vu l'éditeur vue d'ensemble en ce moment. On a vu Hierarchy, Inspector, Scene, Game. Comme que je disais, ça fait juste nous montrer ce que la caméra perçoit. Si je prends ma caméra et puis je vais la déplacer, ici je vais apercevoir la caméra, on voit que j'ai l'impression que c'est mon cube. Rendu là, c'est plus vraiment un cube, mais j'ai l'impression que c'est cet objet-là qui se déplace. Mais en réalité, c'est juste la caméra qui se déplace. Je peux voir ici le même résultat que mon aperçu de main camera. Comment vous faites pour voir depuis la caméra? Si je veux voir l'aperçu de la caméra, je dois être sur la main caméra dans mon hiérarchie. Autrement dit, je dois sélectionner ma main caméra. Ça va m'afficher ça ici. Si j'étais pour faire bouger ma caméra à travers le temps, je vais voir l'animation ici. Ou si je fais déplacer mon cube à travers le temps, dans le game, je le verrai ici aussi. Mais à condition que je démarre le jeu. Donc maintenant, on va explorer ça ici. Si je clique sur Play, comme le mot implique, ça va jouer le jeu. En ce moment, ma scène est pas mal statique. Le jeu est en exécution, même si ça n'apparaît pas. Je peux peser sur Pause et je peux également cliquer sur Step ici pour y aller une frame à la fois. On n'a pas encore expliqué c'est quoi une frame, donc on va juste ignorer Step. En fait, moi, je ne l'utilise pas, puis je ne pense pas qu'on l'enseigne en 203. Est-ce que tu utilises Step, Vincent? Non. Non plus, hein? C'est ça, vraiment Play puis Pause. Si on veut débugger notre jeu, on va pouvoir mettre des points d'arrêt dans notre code, comme d'habitude via Visual Studio ou un programme semblable. Il nous reste ça ici en bas, la section Project avec console. Project nous donne un aperçu de tous les fichiers dans notre projet. En ce moment, dans mon projet, j'ai un répertoire Scenes et dans Scenes, j'ai un fichier qui s'appelle Sample Scene. Tous les scènes dans Unity sont représentés par un fichier. Ici, celui par défaut s'appelle Sample Scene. Si je sauvegarde dans Unity, je fais CTRL-S ou fichier save, file save, je sauvegarde ma scène. Donc, je sauvegarde l'état de cette scène-là dans le fichier Sample Scene. Si je ferme Unity et je réouvre la même scène, je vais revenir à cette scène-là qui contient les mêmes 3 GameObjects
avec les mêmes valeurs pour leurs composantes respectives. Donc, la scène en tant que telle est un fichier. C'est quoi ça veut dire assets? Assets, c'est le mot anglais pour ressources, mais vraiment, dans le contexte du jeu vidéo, ça veut dire des ressources de jeu. C'est quoi des ressources de jeu? Je vais essayer d'en énumérer une couple ici. Premièrement, on a les modèles 3D, on l'a vu. On a les matériaux, on a les textures, donc des images 2D. On a l'audio, Les sons. des sons, hein, des points MP3, des points WAV, des points FLAC, peu importe le format de fichier audio. On peut avoir des vidéos aussi. Puis, quoi d'autre? Évidemment, on va avoir du code, on va avoir nos scripts. Des données en général. Des données en général, ouais, c'est ça, des données à lire, des bibliothèques, ouais, des bibliothèques de code qu'on peut Tu as dit ajouter. les animations? Non, je n'ai pas dit d'animation. Donc, on peut décrire l'animation sous forme de fichier puis l'importer. Je pense que ça fait pas mal le tour de toutes les ressources nécessaires pour un jeu. Il y en a sûrement d'autres que j'ignore en ce moment, mais les gros et les importants sont là. Ça va être important de bien organiser notre jeu. Quand on va commencer à avoir plusieurs ressources, comme des modèles 3D, des sons et du code, on va créer plusieurs dossiers et on va organiser les choses correctement. Pour créer un dossier, je peux faire un clic droit dans Project, Create, et bon, il y a plein d'options ici, mais c'est le premier qu'on veut. Folder, créer un dossier, et je pourrais nommer ça comme mes textures. Et une fois que je vais avoir des textures, je vais placer les images là-dedans. Donc, organiser notre code, c'est important, mais également organiser notre projet au complet et les ressources que notre code va utiliser est juste aussi important. Quoi d'autre à voir? Fait que oui, Scene Game, Asset Store, on ne touche pas à ça cette session-ci. Vous allez voir ça avec Vincent et Maxime en 204 la session prochaine. Est-ce que j'ignore quelque chose ici, Vincent? Est-ce que j'ai oublié de quoi? Non, Non? pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ah, en fait, j'ai oublié une petite affaire juste pour vous aider à vous orienter dans la scène. Vous pouvez cliquer sur l'outil ici. Ça s'appelle un gizmo. Ah, Ça oui. nous permet de tourner alentour d'une axe de 90 degrés. Puis, moi, j'aime souvent ça, travailler comme dans le plan cartésien habituel, où j'ai Y en haut, X à droite. Donc, je vais souvent me mettre comme ça. Y en haut, X à droite, pour travailler dans ma scène. Si je peux cliquer ici sur perspective, si je clique là-dessus, ça va de perspective à quelque chose qui s'appelle isométrique. Nous n'allons pas travailler en isométrie ou avec une caméra isométrique cette session-ci. Je veux toujours être sur perspective. Donc, si jamais vous voyez que votre scène paraît un petit peu bizarre, comme ça ici, comme si vous jouez à StarCraft ou quel autre jeu isométrique? Diablo, ben oui, Diablo 1, 2. Aussi, je pense que c'est isométrique. Age of Empires, ouais, justement, des jeux RTS. Si vous vous trouvez en mode Age of Empires, ben, double-cliquez ici, ou cliquez une fois, en fait, pour changer à une caméra perspective. Il faut cliquer où? Je vois pas votre... j'ai pas vu votre souris. Est-ce que tu la vois maintenant? Non. Non? Ah, OK. Vincent, ma souris n'apparaît pas hein, sur le On share screen. recommence? Est-ce que ma souris apparaît sur le share screen? Non. Ah, OK. Hey, depuis tantôt, j'utilise ça comme, comme outil pour vous guider. Encore une fois, on apprend à utiliser Zoom. Je pense que sur Discord, ça apparaît. C'est bizarre. Je pense que c'est une option dans le share. C'est une option dans le share. En fait, j'ai un outil pour ça. Ça sera pas vraiment long. OK, est-ce que c'est encore ouvert? Oui. C'est quoi, Shift F9? Non. Bon, OK. Est-ce que vous voyez ce que je viens de dessiner sur mon écran? Ouais. Parfait. C'est là-dessus que je vais cliquer. Donc, je vais juste supprimer ça. Et je clique dessus. OK. Merci beaucoup. Pas de trouble. Et maintenant, je me sens confiant que nous avons fait le tour de ce qui était important dans
Unity. En fait, dans l'éditeur de Unity. Moi, Si je peux juste me permettre une petite Oui, chose. absolument. Si vous allez en bas, vous allez là où Kyle a parlé de project et de console. La console va être importante parce que c'est là que vous allez pouvoir, dans vos scripts, par exemple, vous allez pouvoir mettre des traces dans vos scripts. Vous allez pouvoir mettre des petits messages pour dire, OK, là, la valeur de la variable, c'est ça, ou je suis en train de passer là. Et les messages vont s'afficher dans la console. Mais pas juste vos messages à vous, également les messages d'erreur du système. Alors, Unity, c'est une bête intéressante, mais elle a des comportements qui vont vous sembler bizarres des fois. Par exemple, un script qui ne marche pas ne va pas nécessairement faire planter votre système, mais il va juste envoyer un message d'erreur dans la console. Donc, il faut toujours prendre l'habitude quand on exécute de regarder ce qui s'y passe. Mhm. C'est un excellent point que Vincent soulève, surtout le fait que les exceptions, les erreurs qui vont être levées ne vont pas nécessairement arrêter le jeu. Vous avez sûrement déjà joué à des jeux qui ont des bugs ou des problèmes majeurs qui surviennent, mais le jeu va continuer. Je sais pas, vous avez joué à un jeu de Bethesda, par exemple, avec des physiques ou des comportements vraiment étranges. Ben, le jeu, il ne plante pas. Les jeux vidéo sont des simulations souples et il n'y a personne qui est vraiment en danger. C'est pas comme un programme qui pilote un avion ou un robot médical. C'est correct si le programme peut continuer et que ça ne plante pas malgré qu'il y ait des exceptions qui soient levées. Donc, comme Vincent disait, regardez bien la console souvent parce que vous allez voir des exceptions se faire lever ici, sans nécessairement faire crasher votre projet. Et c'est important de réduire ces exceptions-là et même de les éliminer complètement avant de continuer à faire votre jeu. Parce que même une exception qui a l'air pas rapport à ce que vous essayez de faire peut avoir une conséquence sur la fonctionnalité que vous voulez développer. Donc, toujours les éliminer en priorité les exceptions, même si on a l'impression que le jeu continue de bien se passer. Une exception que vous allez avoir souvent avec tout moteur de jeu d'ailleurs. C'est pas juste avec Unity, c'est bon avec Unreal. Vous travailleriez avec SimTar chez Ubisoft, ça sera la même affaire. C'est ce qu'on appelle le Reference Null Exception. Oui. C'est une exception qui va venir lorsque le moteur n'a pas été capable, par exemple, de créer un objet ou encore d'associer la référence d'un objet à une de vos variables et que vous utilisez cette variable-là. Mm-hmm. Alors, dans tous les cas, quand vous voyez ça, dites-vous, là, il y a un gros problème, il faut le régler parce qu'une référence nulle, le système continue, mais à part qu'il ne fera pas tout ce que vous voulez. Mm-hmm. C'est tellement important que si je ne me trompe pas, Vincent va donner un exercice complet dans les semaines à suivre à ce sujet. Oui. Cool. OK. Ce que je veux faire maintenant, c'est aller voir le Labo 1 avec vous autres. Et puis, le Labo 1 n'est pas évalué parce que c'est vraiment, disons, un scénario pour vous faire jouer dans Unity, pour commencer à développer des compétences avec le moteur. En fait, j'aurais dit avec l'éditeur. Donc, on va aller sur notre colnette. 203. Ici, on a Labo 1 non évalué. Et puis, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, hein, Vincent? Si je me souviens bien? Non. Merci. J'ai tellement de mauvaise mémoire que ça me met vraiment en confiance que tu sois là. Ça m'aide énormément. OK, Labo 1, c'est quoi les buts de ce lab-là? Même s'il ne compte pas, il est quand même très important. Donc, je vous recommande fortement. Je ne peux pas vous exiger de le faire. Je n'ai pas le contrôle sur vos vies, mais c'est fortement recommandé de le faire. Ça va vous permettre d'explorer l'éditeur Unity en manipulant des objets, comme que nous venons de faire maintenant. Modifier des paramètres de composantes avant et pendant l'exécution. Parce que ça, je pense que je l'ai montré au dernier cours. Nous pouvons changer des valeurs pendant l'exécution. Juste au cas que je n'ai pas montré, je peux avoir mon jeu en exécution, mais il n'y a rien qui m'empêche d'aller dans la scène et de commencer à changer les valeurs de mes composantes. Ici, je change la position dans Transform et de revenir au jeu. Comme ça, je n'ai pas besoin d'arrêter le jeu, changer des valeurs, redémarrer et vérifier si j'ai le comportement attendu. Je peux faire des tests en
temps réel. Disons que j'arrive ici, ma lumière, j'aime pas la couleur, ma lumière, je pourrais la changer. Disons une lumière verte. Je peux la changer, je reviens au jeu et maintenant, ma lumière est verte dans ma scène. Je peux même ajouter des objets de jeu pendant l'exécution. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Donc, disons, je viens de faire un jeu, j'arrive à un moment et puis j'ai placé 2 ennemis. Je réalise que c'est peut-être un peu trop facile, 2 ennemis après en avoir tué un. Ben là, en temps réel, je peux décider d'en instancier 5 autres. Je peux faire un test et de voir que finalement, 7 ennemis, c'est une bonne quantité. Je n'ai pas eu besoin d'arrêter le projet, puis d'en ajouter un à la fois, puis de tester à chaque fois. Je n'ai pas eu besoin de recompiler du code, même pas besoin d'écrire du code. Je peux, en temps réel, en exécution, faire des tests. Et c'est vraiment ça la puissance des moteurs de jeux vidéo préfaits, c'est que ça nous permet de développer à une vitesse incroyable et de tester à une vitesse incroyable. OK. Je peux me permettre? Absolument. Un bug, par exemple, des fois, ça arrive qu'on a une belle option, quelque chose qui est le fun dans un logiciel, et effectivement, la création dynamique en exécution d'objets, c'est quelque chose de vraiment le fun avec Unity. Le défaut de ça, par contre, c'est qu'il faut toujours faire attention que lorsqu'on veut faire quelque chose de permanent dans le jeu, on doit quitter le mode d'exécution. Parce que toutes les modifications que nous faisons en exécution ne sont pas conservées quand on quitte l'exécution. Est-ce que je me trompe, Kyle? Absolument pas. Donc, vérifiez ici, nous avons le jeu en exécution. Initialement, avant l'exécution, scale était à 1, 1, 1. Maintenant, je viens de le changer. Je vais arrêter l'exécution. Et puis, je reviens à 1, 1, 1. L'état de la scène est enregistré avant le début de chaque exécution. Et à la fin, nous revenons à la version enregistrée. Donc, si vous faites quelque chose de vraiment cool, que vous pouvez le garder de manière permanente, mais vous faites ça pendant l'exécution du jeu, vous allez perdre votre travail. Bon, vous ne risquez jamais de perdre beaucoup de travail. En quelques secondes, vous allez pouvoir le refaire, mais ça devient fatigant. Puis, je fais encore l'erreur aujourd'hui. Donc, prenez conscience de ça au début, puis faites pas comme moi. OK. Les autres buts, au final, le bonbon ici, c'est de créer un effet visuel intéressant. Donc, mise en contexte, vous êtes un nouvel employé pour le studio Big Brain Bangers. Ce studio utilise le moteur de jeu Unity afin de créer un nouveau jeu Star Fox avec un PH, comme vous savez, le mammifère marin. 64, Star Fox 64. Ce jeu est si grandiose qu'il est long de charger les différentes scènes pendant le jeu. On va avoir du loading. Le joueur devrait attendre le chargement du prochain niveau à la fin de chaque mission, par exemple. Le jeu a aussi un aspect multijoueur où un joueur devrait attendre d'être jumelé à d'autres joueurs avant de commencer une partie. Donc, je sais déjà que dans mon jeu, le joueur va être forcé à attendre. Et puis, attendre, c'est jamais très, très intéressant. Ça peut nuire à l'expérience de jeu. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'expérience? Je sais qu'il va avoir besoin d'attendre. Au minimum, je pourrais mettre un effet visuel qui est intéressant d'un point de vue esthétique à regarder. Donc, un game designer de l'équipe perçoit le problème que l'expérience de jeu contient beaucoup d'attentes et décide qu'on va rendre ça moins plate. Sa solution, c'est de mettre un effet visuel intéressant à regarder pendant le chargement. Donc, dans le labo 1, il y a plusieurs composantes qui existent. Sur le Unity, celle de Unity, mais également, j'en ai créé pour vous autres. C'est comme si votre équipe a déjà créé plusieurs composantes pour leur jeu, des composantes qui existent pour faire déplacer le vaisseau, pour faire tirer des projectiles, pour faire tourner des objets. Tous ces composantes existent déjà et votre job, ça va être de les réutiliser afin de créer un effet visuel qui est cool. Par exemple, bon, vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais moi, j'avais une Sega Dreamcast à l'époque et j'avais un jeu que j'aimais beaucoup qui s'appelait Phantasy Star Online. Pendant le chargement de pendant chaque chargement, en fait, je vais dire, on avait un effet visuel. Comme celui-là, comme celui-ci.
ou finalement celle-là. Fait que ça, c'était les loading screens de ce jeu-là. Vous allez avoir un projet de départ ici que vous pouvez télécharger. La structure du projet, c'est qu'il existe un dossier scène, un répertoire scène, comme on a vu ici dans Project, nous avons Scenes, et il va avoir 3 scènes, 3 fichiers de scène. En fait, au lieu de vous l'expliquer comme ça, je vais juste l'ouvrir avec vous autres. Fait que je vais télécharger ça. Et puis, je vais aller décompresser mon fichier. OK. Une fois que vous avez décompressé le fichier où vous voulez, par exemple sur votre bureau, je vais ouvrir Unity Hub. En fait, je vais fermer ça. Je vais ouvrir Unity Hub. Et au lieu de faire New, ce n'est pas un nouveau projet, on veut ouvrir un projet qui existe déjà. Star Fox 64 est déjà un jeu existant, on veut juste vous donner au nouveau employé, au nouvel employé, quelque chose à faire dessus. Donc, on va cliquer sur Add. Et puis, moi, je l'avais placé dans mon répertoire Downloads. Je vais aller le chercher. Et vous voulez sélectionner le dossier VFX en majuscule. Et après ça, on clique sur OK. Donc, je vous donne quelques instants pour faire ça. Je répète les étapes. Télécharger le projet de départ ici. Décompresser le fichier, ça va vous donner un dossier. À l'intérieur de ce dossier, vous allez avoir un autre dossier qui s'appelle VFX. Et nous voulons ajouter ce dossier-là dans nos projets de Unity Hub en cliquant sur Add et en sélectionnant le dossier VFX. Ça va l'ajouter à votre liste de projets. Moi, je l'avais déjà, donc c'est en 4e position. Vous autres, c'est sûrement sur le dessus. Donc, nous allons cliquer dessus. La première fois qu'on ouvre un projet, c'est souvent long. Mais chaque fois par après va être plus rapide. OK. Ici, nous pouvons voir les ressources du projet. Je n'ai pas encore vraiment organisé ce projet-là d'une manière intéressante, comme je disais. Je n'ai pas plusieurs dossiers ici pour gérer mes ressources, mais c'est parce que je n'en ai pas de temps que ça et je ne voulais pas vous faire perdre votre temps à chercher dans plusieurs dossiers. Tout ce qui est important pour vous autres est ici. Nous avons, ici, c'est les scripts, c'est les fichiers C#, mais je vais juste vous dire que c'est des composantes. Parce qu'en réalité, c'est ça. Un script en Unity, un script C#, c'est une composante. Fait ici, j'ai créé plusieurs composantes. J'ai une composante qui ajoute une force qui pousse un objet par en avant. J'ai ici un objet qui fait déplacer un objet par en avant, mais sans utiliser une force physique. Ici, on a une composante qui fait spawner, donc qui fait apparaître des objets. Ici, une composante qui fait spinner, qui fait tourner un objet. Une autre qui fait déplacer en vague, comme si le déplacement est en fonction d'une fonction sinusoïdale, style sin ou cosinus. Et puis, j'en ai une couple d'autres ici. Ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur Scène et ouvrir ça. Et après ça, voir les 3 scènes de test. Vous allez ouvrir test 1. J'ai créé plusieurs scènes pour vous autres. Enfin, plusieurs, j'en ai créé 2 pour vous autres, pour vous inspirer un peu de ce qui est possible. Ici, j'ai des canons. Des canons sont des objets ici que j'ai créés pour vous autres, que vous pouvez justement glisser, déposer dans la scène. Et vous allez pouvoir ajouter des choses sur les canons, changer les valeurs ici, mettre des nouvelles composantes, comme ajouter, disons, cette composante-là, le spin component, etc. On va faire une couple d'exemples ensemble, mais avant, je vais juste vous montrer c'est quoi la scène 1, ou en fait la scène test 1. Excusez, Kyle. Oui.
Je n'arrive pas à ouvrir le document VFX. Ça dit que la version que j'ai n'est pas compatible avec ce document. Ça dit de télécharger une version compatible. Ouais, Ah, Quelle est ta version d'installer de ton compilateur, du moteur? Tu vas dans Install dans Unity Hub, tu vas le savoir. J'ai 2.3.2. 2020? J'ai Unity Hub 2.3.2 et j'ai... Dans Install, tu vas voir ta version. Ouais, fait que je vais Ah juste ouais, moi- j'ai la version 2020 et la version 2019. OK. Dans ce cas-là, tu vas aller, ben pour tout le monde que ça ne fonctionne pas, vous allez aller dans Unity Hub, ici VFX, dans Target Platform, non, pas ça, pardon. Ici dans Unity Version, vous allez sélectionner 2020. Peut-être que par défaut, votre version, c'est 2019 parce que vous avez deux versions installées. Sélectionnez ici 2020. Et désinstaller 2019 et toutes les vieilles versions. Ça vous enlèvera des problèmes. On peut se débarrasser de 2019, ouais. Ouais, ouais. OK. On ne l'utilisera absolument pas. OK. Ouais, ça a marché. Merci beaucoup. Cool. Il me semblait que la dernière fois, à l'autre rencontre, vous aviez dit que 2019, vu que c'était le long-term support, c'était cela qu'il fallait qu'on prenne. Ouais, j'avais mis sur Discord, je pense, un peu avant le début du premier cours, comme une semaine avant le premier cours, fait que semaine 2 de transition, que finalement, on va utiliser 2020 OK. parce que oui, c'est long-term support, mais en 2020, ils ont changé une petite affaire sur la représentation des objets, Oh, la oui. représentation interne, et ça fait en sorte qu'on a des problèmes d'incompatibilité. Et je sais pas, je voulais pas qu'on se fasse trop chier avec ça, pour être honnête, fait qu'on va juste prendre 2020. C'est good. Merci. Et juste une petite intervention, tout le monde. Quand vous installez une nouvelle version, faites très attention. Et dans les versions, il y a un petit A ou un petit F ou un petit B. N'installez que les versions avec un petit F, s'il vous plaît. Surtout pas celles avec un petit A. Parce que vous pouvez avoir de belles erreurs avec, parce que ce sont des versions alpha en test. Vous n'êtes pas là pour tester les versions d'Unity, alors prenez les F, s'il vous plaît. Ouais. F pour version finale. A pour alpha, puis B pour bêta. OK, fait que je reviens ici, puis je vais redémarrer ma scène 1. Test 1. Je peux voir dans le game qu'est-ce qui se passe, mais c'est plus important d'aller dans la scène. Parce que oui, nous pouvons voir qu'est-ce qui se passe en temps réel, mais pas juste selon la perspective de la caméra, mais selon notre observateur dans la scène. Alors ça, c'est un effet spécial qui est créé. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai un premier canon qui est un spawner component qui des objets à créer des bullets proto. Fait que ça va créer des clones d'un objet ici qui existe, bullet proto. Et puis, ça a un spin component qui fait tourner. Et puis, un wave motion qui le fait déplacer. J'ai un canon 2 qui fait spawner également des objets. Mais les secondes entre création, je pense, sont différentes. Et puis, il tourne aussi, mais selon notre axe. Et puis, son wave motion est différent aussi. Donc, il y a les mêmes composantes, mais en changeant les paramètres, ça change vraiment l'effet visuel que chaque canon va produire. Je vais arrêter mon deuxième canon. Fait que je vais me concentrer sur le premier ici. Vous pouvez voir dans l'inspecteur, on peut cocher si le game object doit être actif ou non. Fait que je vais me concentrer sur celui-ci. Et encore une fois, pendant l'exécution, je peux changer des valeurs. Donc, je vais le faire tourner pas simplement autour de Y, mais également sur X de 55 en même temps. Et puis, la vitesse de déplacement qui est à 5 présentement, je vais le mettre à 10. Et puis, l'amplitude de la fonction sinus utilisée, je vais le mettre à, disons, 25. Et pourquoi pas, je vais le faire tourner sur Z en même temps, de 5 degrés par seconde. Et le temps de création entre chaque projectile, qui est à 0,2 secondes, je vais le mettre à chaque 5 secondes.
Si j'arrête l'exécution, je reviens à l'état pré-jeu, où j'ai mon canon 2 qui existe, qui est encore actif, et mes valeurs pour seconde entre création, mes valeurs pour la rotation, vitesse, amplitude reviennent également à la normale. Donc, c'est à vous de niaiser un peu avec ces valeurs-là. Et aussi, de venir ajouter des composantes ici que j'ai mis pour vous autres. Comme par exemple, ici, j'ai Bullet Proto comme GameObject. Cette GameObject-là contient... En fait, non, je ne veux pas aller sur celle-là. Je vais revenir sur mon canon, pardon. Sur cet objet-là, j'ai Spin Component, Wave Motion, Spawner Component. J'en ai une couple d'autres. J'ai quoi? J'ai Move Forward Component. Juste la mettre sur mon GameObject. J'ai plusieurs manières de faire ça. Je peux glisser déposer dans l'inspecteur. Ou je peux y aller avec Add Component ici et juste écrire le nom de ma composante. Toutes les composantes que j'ai créées pour vous autres commencent avec des barres par en bas, des underscores. Et je vais sélectionner mon Move Forward Component. OK. Move Forward, ça te fait déplacer par en avant. Par en avant, c'est l'axe Z. Donc, il va se déplacer par en avant, il va suivre son axe Z. Je veux que je déplace par en avant, disons, de 1 unité par seconde. Fait que ma vitesse, ça va être de 1. Puis 1 unité, on avait dit que c'était 1 mètre. Fait que 1 mètre par seconde, par en avant, il va se déplacer. Je vais désactiver le Wave Motion. Je vais désactiver... En fait, non, je vais garder le spin, mais je vais désactiver le spawner. Je vais désactiver le deuxième canon. Et je vais redémarrer. Et puis maintenant, je peux voir qu'il avance tranquillement par en avant, puis il tourne sur lui-même. Bon, c'est un peu triste. Fait que je vais changer ça. Disons 20 par seconde ici. Je vais monter sa vitesse à 3 mètres par seconde et on peut le voir se déplacer comme ça. Maintenant, si je veux faire spawner des projectiles, ben, je peux activer ça. Ici également, vous pouvez voir, j'ai attaché au créateur. En ce moment, les projectiles vont suivre la même rotation, en fait, les mêmes déplacements que mon canon. Si je clique là-dessus, les projectiles vont aller par en avant, sans suivre la rotation du cube du canon. Si je leur coche, ils vont commencer à tourner comme le canon. Donc, expérimentez avec ça, ajoutez des composantes. Oups. Bon, OK. Ici, ça, c'est des projectiles qui sont créés. Donc, vous pouvez justement changer les projectiles. Comme ici, les projectiles sont détruits après 15 secondes. Puis également, les projectiles vont changer de couleur. Ils vont interpoler de couleur. Donc, on voyait qu'ils partaient de rouge et allaient juste à bleu. Ils couvraient le spectre complet de l'arc-en-ciel. Je peux changer la couleur, disons que je veux un rouge plus foncé. Et puis maintenant, je vais recommencer à faire spawner. Fait qu'on voit les couleurs sont pas mal moins belles. Je vais encore balayer à travers toutes les couleurs, mais c'est vraiment désaturé. Fait que niaisez avec ça. C'est ça le but du Labo 1. Je vais vous montrer la scène test 2. La scène test 2, elle est quand même assez intéressante. Elle possède un canon, mais le canon, c'est quoi qu'elle a comme objet à créer? Le canon a un canon de canon. C'est un peu récursif ici. J'ai un objet canon de canon qui va spawner des canons de canon. Et j'ai placé une affaire qui s'appelle un rigid body sur ce canon-là. Un rigid body, c'est pas quelque chose que moi j'ai créé. C'est une composante qui existe déjà dans l'Unity qui nous donne des comportements physiques. Donc des collisions physiques et des choses comme ça. Maintenant, si je pars ça, évidemment, on a une croissance exponentielle. Et nous pouvons dire que c'est un autre effet visuel que nous pouvons utiliser pendant les loadings de notre jeu.
Bref, votre job, c'est de vous inspirer de test 1, test 2, à explorer les différentes game objects ici, à regarder les différentes composantes, jouer avec leurs valeurs, pour finalement arriver dans Loading VFX et créer votre propre effet visuel. Ici, vous voyez, j'ai que la caméra et une lumière. Donc, c'est à vous de créer quelque chose d'intéressant. Comme par exemple, je peux mettre un cube, je vais mettre un gros cube, je suis un peu loin, et sur le cube, pourquoi pas, je vais mettre le... En fait, je vais le faire d'une autre manière. Sur mon cube, je vais mettre le Spin Component. Oups, je vais le faire comme ça. Et mon cube, il va tourner de 45 degrés autour de X par seconde. Et puis, en même temps, je vais mettre un Color Interpolation dessus. Une vitesse de 5. Je vais tester. Et je peux dire que ça, c'est mon effet visuel. Comme que je disais pendant la présentation de Entity Component, on veut créer des composantes polyvalentes que je peux plugger sur n'importe quel game object et que ça va fonctionner, disons, par magie. On va en créer nous-mêmes des composantes, puis on va voir, c'est pas si magique que ça, c'est juste une beauté de la logique de l'informatique. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça? Disons, je vais mettre Force Forward dessus. Fait que là, il va commencer à avancer tranquillement. Donc, une force qui est appliquée dessus par en avant. Mais là, je n'arrête pas d'appliquer une force par en avant continuellement et il n'y a pas de gravité, donc on a l'impression que ça flotte un peu. Pourquoi pas, je vais créer plusieurs cubes comme ça, je vais les dupliquer. Et puis, ça donne un effet quand même intéressant à regarder. Est-ce que j'ai des questions par rapport au labo 1? Ben moi, j'arrive pas à le charger. OK, à ouvrir le projet? Ouais, parce que ma version de Unity, c'est 2020 1.4F1. Puis celle du projet que vous avez envoyé, c'est 2020 1.0F1. Tant que c'est 2020, ça devrait fonctionner. Selon les tests que j'ai faits, tant que c'est 2020, il ne devrait pas avoir de problème. Quand tu es ici dans les projects et tu sélectionnes Unity Version pour VFX, tu as bien sélectionné ton 2020 point quelque chose? Ouais. OK. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder ça ensemble, disons, via Discord, tu vas pouvoir partager ton écran, puis on va essayer de diagnostiquer le problème. En fait, pour le cours d'aujourd'hui, il n'y a plus de contenu à présenter. On vous laisse du temps pour travailler sur ce labo 1-là. Okay. En fait, Vincent, avais-tu quelque chose à ajouter aujourd'hui? Tu es muté en passant, Vincent. Il y en a une couple qui ont des problèmes, je pense. OK. J'en ai vu, je suis en discussion avec certains depuis le début de la démo. Alors, écoute, on va aller sur Discord, puis on va faire du partage d'écran parce que moi aussi, j'ai atteint les limites de ce que je suis capable de faire juste dans un chat. Oui, c'est bien raisonnable. OK. Fait que, on switch à Discord pour aider sur les problèmes et sinon, travaille sur ce labo 1-là. Vous allez avoir quand même un devoir autre que ça, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Sur notre connect. Oui, avant le prochain cours, vous allez avoir 2 capsules à écouter. Les capsules sont sur YouTube. Je n'ai pas encore mis les liens, par contre, sur notre connect. Je vais faire ça bientôt. Mais si vous allez sur le channel YouTube, ici, sont déjà là. C'est l'écosystème Unity, comme écrit ici, et boucle du jeu et notion du temps. En fait, c'est 3-là même, gestion du temps écoulé. Non, en fait, c'est pas celle-là, pardon. C'est pour ma gang à l'Université de Sherbrooke ce soir. OK, fait que vous avez écosystème Unity à écouter, plus une capsule qui n'a pas encore été uploadée sur YouTube. J'ai oublié de le faire. Donc, après notre séance aujourd'hui, je vais mettre à jour notre connect avec les liens corrects et je vais mettre la bonne capsule sur YouTube.
Mais ça, c'est votre devoir. Fait que le labo 1 n'est pas évalué. Vous avez du temps pour travailler là-dessus maintenant. Et avant le prochain cours de mercredi, vous devez écouter ces 2 capsules-là parce que nous allons faire un retour et travailler sur les concepts de les capsules. Ceux du groupe 1, les capsules seront sur le site Moodle également. Ouais. Donc, notre Colnet, Moodle et le channel YouTube. OK. Fait que si on n'a pas d'autres questions, on va aller sur Discord.